Le public est bien équipé là quand même. Hein. Tout à fait. Alors vous avez noté qu'on vous a distribué des drapeaux. Vous pouvez les mettre sous vos sièges sagement, car il n'est pas encore temps de les utiliser. Très bien Baptiste, nous allons donc entamer notre 4e conférence qui est « Osez assumer vos convictions ». Exactement, et on va démarrer sous un format keynote. Donc merci d'accueillir Jean-Louis Louvel, président fondateur du groupe PGS, un autodidacte au parcours hors norme. On peut l'applaudir très très fort. Et on accueille aussi la... Ah oui, non, oui, pas tout de suite, on n'accueille personne. Bonjour mesdames, pardon, messieurs aussi, également. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Oser assumer ses convictions, ça démarre déjà, j'essaie souvent de prôner l'exemplarité. Donc je vais commencer par vous dire ce que je pense, moi, pour obtenir un monde meilleur. Un monde meilleur, à mon sens, ça démarre déjà avec, certes, beaucoup plus de femmes. Il y a l'objectif déjà de la parité. Et moi, je pense que le monde serait nettement meilleur si vous vous fixiez un nouvel objectif qui serait de dépasser la parité. Ça, c'est ce que je pense. Et comme quand on me donne un micro, je dis ce que je pense. Vous voyez, c'est en live. Et pourquoi? Parce que si déjà vous regardez juste au niveau, quelques instants au niveau géopolitique, on a peur du présent. Actuellement, on a même peur pour l'avenir de nos enfants. Et si vous regardez bien d'ailleurs les pays qui nous font peur, tout de suite, si je parle de la Russie, de la Chine, peut-être à nouveau bientôt les USA, il pourrait y avoir un retour. Prenez l'Argentine maintenant pour se faire élire, vous avez vu, avec une tronçonneuse. Bon, on n'a jamais vu une femme avec une tronçonneuse, mais en tout cas les pays, si vous voulez, qui nous font peur actuellement sur la géopolitique, ce sont des pays où ce sont des hommes et il n'y a pas de femmes. Vous voyez, j'ai toujours cultivé cette sensibilité féminine à force de côtoyer des femmes dès mon plus jeune âge dans l'entrepreneuriat. Alors, il y a l'histoire de ma mère aussi, et ce que j'ai vu dans ma jeunesse. Là, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, ni même à ma femme, ni même à mes propres enfants. Mais dès l'âge de 10-12 ans, déjà, je m'interposais entre ma mère et mon père pour faire face à ces violentes colères. Vous voyez, par exemple. Le fait que je sois père de 2 filles, forcément merveilleuse et formidable. Voilà, c'est normal, mais c'est comme tous parents. Hein. Voilà. Mais elles le sont en plus, en gardant leur vraie valeur. Et puis d'avoir côtoyé, je me souviens, la première femme chef d'entreprise, il y a 30 ans, quand on s'est lancé à nos tout débuts, où on était 3. Et vous savez, à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui venaient vers moi quand j'étais en bleu de travail, que je triais, que je réparais des palettes. C'est une femme qui s'appelle Chantal Desroux, elle est toujours vivante, et qui m'a vu, ça rejoint un peu les thématiques qu'on a vues ce matin, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, et peut-être même un enthousiasme débordant. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'idées, on dit parfois une à la minute, j'en connais même qui en ont plus par minute. Et cette femme-là m'a appris quelque chose, je l'ai gardé toute ma vie, et je vous le transmets aussi, c'est la tempérance. Elle m'a dit un jour, Jean-Louis, viens me voir, etc. Mais tu as tellement d'enthousiasme, il faut que tu apprennes à le canaliser, parce qu'il est débordant, d'ailleurs, il pourrait faire peur à des investisseurs, à des partenaires bancaires, et canalise ton enthousiasme. Je veux insister aussi aujourd'hui sur... j'essaie d'aider tant que se peut justement à développer l'entrepreneuriat féminin, d'où le fait que je sois parmi vous ce soir. Vous noterez quand même que je suis le... Il y avait Stéphane Bordier, mais il était assis et accompagné. Et moi, on m'a mis 10 minutes sur la scène tout seul, hein, quand même. Déjà là, c'est aussi oser assumer, hein, quand même. Hein. Faut quand même le faire. Voilà. Et... on a quand même des points différenciants. J'ai entendu ce matin presque cette censure que vous faites, les barrières parfois que vous vous mettez. Quand je rencontre des projets d'hommes, alors là je suis à l'opposé, c'est-à-dire un projet, quelqu'un qui vient me vendre un projet pour investir ou autre chose, un homme, souvent on a même parlé des startups, alors là si on est dans les startups, souvent on va me parler de la future licorne, un développement exceptionnel, un business plan extraordinaire, etc. Quand je rencontre des femmes, on a l'impression justement que vous vous auto-censurez, parfois que ce n'est pas justifié. Alors déjà sur le business plan, quand vous prévoyez 100, comme vous êtes prudente, c'est une grande qualité, vous allez plutôt venir avec un 90.
voyez que 100. Alors qu'un homme, lui, quand il va venir, il va plutôt être avec un projet, s'il espère faire 100, il va essayer de nous vendre un 200 ou 250, vous voyez, la future licorne. Je pense que vous vous êtes mis des barrières, moi j'appelle ça un verrou. J'ai croisé beaucoup de femmes dans mes 30 ans d'entrepreneuriat, justement pour aider, et j'ai réussi, auprès de certaines, à déverrouiller. Vous vous bridez. C'est ce que Madame Pénicaud parlait ce matin. Vous voyez, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à changer. Après, il y a tous vos talents. Et parfois, je trouve que les talents féminins sont gâchés. Vous avez un énorme atout, cette sensibilité humaine féminine. Je vous cite un exemple, mais vous allez toutes vous y retrouver. Et j'apprends beaucoup des femmes, et c'est pour ça que je m'en inspire dans mon management. C'est que j'ai fait un codir il y a un petit moment, un codir, et à ce codir-là, si vous voulez, en fin de journée, on s'est dit on va aller dîner ensemble, et là ma femme nous a rejoints. Et là j'avais un nouveau collaborateur qui était présent. Alors le collaborateur était en bout de table, ma femme était à l'autre bout de table. Je vous passe le dîner parce que je n'ai pas assez de temps. Mais par contre, à l'issue du dîner, elle lui a juste dit bonjour, au revoir, et à la fin du dîner, elle m'a dit alors lui, je le sens, mais pas du tout. Et moi... Mais c'est un talent que vous avez, c'est inné chez vous. Et si vous voulez, quand j'ai dit à ma femme, non mais là tu te moques, tu y as juste dit bonjour, au revoir, vous étiez à l'autre bout, tu n'y as pas parlé. Et pourtant, ma femme avait raison. Alors, d'ailleurs, je reconnais qu'elle a souvent raison. Voilà. Attention. Attention, je n'ai pas dit elle a toujours raison. D'ailleurs, je le dis ouvertement parce qu'elle n'est pas là ce soir. Hein, vous voyez, donc c'est beaucoup plus facile à dire si elle n'est pas là. Voilà. Un autre point sur lequel je veux attirer votre attention, je vois que le prompteur défile, je pense avoir trouvé aussi une des causes à cette problématique de la parité. La parité que l'on cherche déjà, cette parité féminine, mais je connais plein d'hommes, plein d'entrepreneurs qui n'ont qu'une envie, c'est qu'il y ait plus de femmes dans l'entrepreneuriat, qu'il y ait plus de femmes à des hauts postes, à des hautes responsabilités. La seule chose et le problème, quand on fait le constat entre hommes, c'est qu'il n'y en a pas assez, déjà. Et si je vous donne mon opinion, peut-être parce que je suis père aussi de 2 filles, si vous avez des garçons, vous savez, dans la vie, dès notre plus jeune âge, dans la vie, si vous avez des garçons, à la rigueur, si notre garçon il prend des coups, c'est bien, ça va lui apprendre la vie, ça va être dur. Mais si vous avez des filles, dès notre plus jeune âge, notre milieu familial, nos parents, en fait, ne vont pas forcément vous encourager à vous lancer dans des aventures où vous allez prendre des coups, parce que l'entrepreneuriat ou des postes à responsabilité, en tout cas, déjà, la vie est dure, mais l'entrepreneuriat, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Et donc, je pense que déjà, si vous croisez de jeunes filles, vous en avez peut-être déjà dans votre famille, mais il faut vraiment les stimuler, les encourager et débrider, si vous voulez, ces jeunes filles à aller vers l'entrepreneuriat. Moi, j'essaie d'intervenir souvent pour leur dire, pour une fois, n'écoutez pas vos parents, parce que, évidemment, pour vous protéger, on cherche à ce que nos filles puissent, si possible, faire de grandes écoles, puissent, si possible, et je n'ai rien contre avocates, notaires, vétérinaires ou médecins, mais à la rigueur, vous voyez, trouver plutôt des postes ou des fonctions où elles prendront moins de coups dans la vie. Je pense que si on agissait dès le plus jeune âge, on retrouverait plus de femmes à se lancer, à oser. Voilà. Et un petit exemple, juste pour rebondir avec ce que j'ai entendu avant. Tout à l'heure, on parlait d'oser, des réseaux sociaux, vous voyez, des événements comme aujourd'hui, Femmes et Challenge, les réseaux. Aux victoires de Femmes et Challenge à Deauville, j'étais accaparé parce qu'évidemment, je passais du temps en fin de soirée à discuter avec des porteuses de projets, etc., etc. Et il y a quelqu'un qui a osé m'aborder, elle est dans l'assistante, je l'ai croisée tout à l'heure. Vous savez, comme elle a vu que je n'arrivais pas à faire 1 mètre et que je n'avais rien bu à cette soirée-là, elle m'a amené un verre d'eau. Ouais, et c'est comme ça qu'elle m'a abordé. J'ai adoré ça, parce que je suis comme vous, hein, fait de chair et de sang. Vous voyez, j'ai adoré ça, et finalement, on s'est rencontrés, on l'a aidé à faire son projet et à se lancer. Ce que je voudrais aussi, puisque le temps est écoulé, je vais en prendre un petit peu en rap quand même, parce que c'est le seul homme à être ici, sur la scène, au Zénith. Hein. Donc, arrêtez de vous brider. Quand un homme vient me voir, lui, c'est pas la Lune qu'il a visé, maintenant c'est Mars. Donc, surtout, débridez-vous, lâchez-vous. Par contre, une chose essentielle que je dis tout le temps à mes 2 filles, la réussite dans la vie professionnelle, vous savez, c'est pas la carte de visite, c'est pas ce qu'on représente, c'est pas un titre, c'est pas l'argent qu'on gagne, ni quoi que ce soit. On finira tous de la même manière. La réussite dans la vie professionnelle, c'est d'arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Donc surtout, arrivez à faire cela et ne restez pas seul. J'ai entendu, pour conclure tout à l'heure, ce proverbe qui m'horripile.
ce proverbe africain. Alors, il était bon à son époque. Vous savez, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Moi, toute ma vie d'entrepreneur, je n'ai rien fait seul. Parce que j'ai compris déjà il y a 30 ans que seul, on n'allait absolument pas plus vite. On va encore moins vite si on reste dans son coin, si on reste isolé. C'est pour ça que c'est très bien continuer à vous réunir, à vous rassembler. Et bienvenue quand même aux hommes. Vous voyez, n'hésitez pas, osez. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Louis et bonjour à votre femme. Merci, il est courageux Jean-Louis, hein, il a pris la scène tout seul. Très bien Baptiste, on poursuit? Eh ben, on va poursuivre avec une interview. Je suis très content d'annoncer la prochaine personne. Moi j'ai eu la chance de la rencontrer il y a 10 ans. Voilà, pour moi c'est vraiment un modèle entrepreneurial. Quand je l'ai rencontré, c'est vrai que j'ai vu finalement, ça m'a vraiment donné un but incroyable de me dire mais moi en fait, c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. Et ça m'a donné un boost incroyable de parler avec elle pendant quelques minutes. Donc je trouve ça important de le dire là. Et d'autant plus important, là je viens de lui demander, je lui ai posé une petite question à Céline et je lui ai dit du coup mais pourquoi tu te relances après une aventure aussi folle? Et elle m'a répondu une chose, parce que c'est par rapport à ce qui se passe dans les tripes en fait. Et c'est pour moi. Et moi, c'est ce que je trouve hyper essentiel dans ce côté d'entrepreneur et aussi dans la capacité qu'on aura derrière à pouvoir embarquer un maximum de gens avec nous. On aura entendu beaucoup le mot trip depuis ce matin. C'est ça. C'est parce qu'on est à Caen, je suppose. Très bien. Bon, je suis très content de vous annoncer l'arrivée de Céline Lazor, donc, qui est fondatrice de Litchi, cofondatrice et co-CEO de Résilience. Et la modératrice de cette interview sera Léa Lassara, présidente du réseau Femmes et Challenge et fondatrice de la Grande École. Merci de les applaudir. Merci Céline d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir. Alors peut-être qu'au fil de notre conversation, tu vas ajouter aussi plein de choses parce qu'on aurait pu faire une présentation, te présenter et ça aurait pu déjà prendre 10 minutes parce que évidemment tu as fait beaucoup de choses et tu as eu plein de prix et tout ça, mais on va peut-être y revenir. Quand, évidemment, on apprend à te connaître un peu et qu'on regarde ce qui se passe, on se dit, t'es passé quand même de la tech à la santé. Et ça, c'est souvent une des remarques que j'ai de la part des femmes et des hommes, d'ailleurs, en disant, mais quand même, changer de domaine, est-ce que c'est compliqué? Alors toi, comment tu l'as vécu et pourquoi tu as fait ce changement radical? Merci Léa, bonjour à tous et à toutes. Très heureuse d'être à vos côtés. Alors écoute, c'est facile, comme j'ai été nulle en finance et que j'ai eu 7 sur 20 à mon examen de master il y a donc 15 ans, en fait c'était du nivellement par le bas parce que tu vois, je ne pouvais pas faire moins bien. Et donc c'est vrai que pendant 10 ans, j'ai entrepris dans les fintech avec passion, mais moi je vois mon métier comme un métier d'entrepreneur, donc de celles et ceux qui bâtissent, qui construisent des aventures. Et finalement, la finance était un peu le terrain de jeu et le sujet secondaire. Et donc c'était facile quelque part d'arriver dans le secteur de la santé, puisque n'y connaissant rien, je repartais d'une feuille blanche et c'était repartir pour la ligne de départ. Ouais. Et aujourd'hui, dans ta vie d'entrepreneur, qu'est-ce que tu préfères ? Ah, ça, c'est une sacrée question. Ce que je préfère, c'est que je crois que chaque matin, quand je me lève, tout est possible. Alors, c'est peut-être un peu naïf, mais j'ai cette chance infinie de me dire, chaque jour, j'ai une page blanche, j'ai une route devant moi, et je vais y emmener des hommes et des femmes, mes collaborateurs, mes collaboratrices, mes investisseurs, mes clients, les patients qu'on accompagne vers une meilleure vie. Et puisqu'on est là avec beaucoup de femmes et d'hommes qui soit sont déjà dans l'entrepreneuriat ou aimeraient se lancer ou prendre plus de responsabilités, tout ça, quel conseil tu donnerais alors peut-être pour l'entrepreneur ? Alors pour celles et ceux qui ne sont pas encore lancés, je vous dirais foncez, c'est une aventure humaine extraordinaire. Quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, on m'avait dit tu verras,
une année d'entrepreneuriat égale 7 années d'expérience professionnelle. Je ne sais pas d'où sortait ce mythe, mais c'est vrai qu'on va acquérir énormément de savoir-faire, de compétences, de flexibilité. Et donc, même si on se plante, je crois que ce n'est pas grave parce que c'est une façon d'essayer de créer son chemin, réaliser ses rêves, et on apprend beaucoup de choses. Donc, la première chose, je dirais, si ce n'est pas encore fait, allez-y, foncez, lancez-vous. Ensuite, je vous recommanderais de vous entourer de gens qui sont plus talentueux que vous, des experts, plus brillants. Franchement, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je fais toujours la blague. Chez Résilience, on est 130. Si je n'avais pas créé la boîte, enfin cofondée, je n'aurais jamais été recrutée. Je n'étais pas assez douée. Et donc, c'est vrai, je m'en suis rendu compte dans le chemin. Sur les 130 collaborateurs, on a eu 5000 applications. Donc, il y a un ratio qui est complètement hallucinant, presque 1 sur 50. Donc, moi, je ne serais jamais rentrée. Donc, créez la boîte de vos rêves, créez la boîte dans laquelle vous voulez rentrer. Allez chercher des gens brillants, plus intelligents que vous, des experts. Allez chercher, et ça, c'est mon deuxième conseil pour les entrepreneurs qui démarrent, des gens positifs, qui voient le verre à moitié plein. Moi, je crois que ça fait une grande partie du sujet et de l'aventure. Il ne faut pas les pessimistes. Ceux-là, vous pouvez les laisser dans une grande boîte ou ailleurs. Donc, il faut vraiment des gens optimistes. Et puis, je crois qu'il faut s'accrocher. La pugnacité, c'est une qualité essentielle de l'entrepreneur. Moi, je ne suis pas plus maligne que les autres, mais j'ai juste beaucoup bossé et je me suis acharnée. Et tu m'as parlé aussi, justement, tu m'as parlé des premiers recrutements. C'est ceux-là dont tu parles? C'est les talentueux dont tu parles? Je crois que c'est même tous les recrutements et c'est quelque chose auquel je suis très attachée chez Résilience et j'étais très attachée chez Litchi et Mangopé. C'est chaque personne qui nous rejoint dans cette aventure. Elle a quelque chose qui correspond au groupe. Et bien sûr, c'est mouvant. Hein. Alors, au début, j'aimais pas trop le côté les valeurs et tout ça. Et puis, en fait, je crois que quand même, c'est un canevas qui nous définit. C'est quoi ce qu'on a au fond des tripes? C'est quoi l'âme de Résilience? Et donc, l'âme de Résilience, ce sont des collaborateurs et des collaboratrices extrêmement humbles, parce que la tâche, elle est énorme, qui partagent un relationnel et une confiance hyper forte, parce qu'en fait, on ne pourra pas construire un géant dans le secteur de la santé sans avoir ce lien-là entre nous, et puis qui ont en tête un niveau d'excellence et d'exigence très élevé, parce que c'est important au vu de notre mission. Et donc, c'est ça qu'il faut définir. Et donc, chacun et chacune qui nous rejoint, aujourd'hui et depuis 2 ans et demi, et pour les 20 prochaines années à venir, ils auront cet ADN-là au fond d'eux. Tu m'as parlé aussi communication et tu m'as dit que les premiers éléments de com étaient très importants. J'imagine que tu l'as vécu chez Litchi et puis aujourd'hui également. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, alors c'est vrai que moi je suis très attachée à la forme parce que, comme le disait Victor Hugo, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Et donc je fais très attention à ce que nos messages ils soient le plus faciles à maîtriser, à comprendre, à destination de notre cible très claire, qui sont évidemment les patients et puis les professionnels de santé. Et donc je crois que la communication c'est ça, c'est savoir raconter une histoire avec des mots simples, tout en remettant en emphase sur les valeurs d'un produit, d'une entreprise, les bénéfices pour les patients, pour le secteur de la santé. Donc je crois que c'est quelque chose auquel moi je porte beaucoup d'attention. Ça ne demande pas forcément des gros budgets, savoir bien écrire, tirer la substantifique moelle. Je suis sûre que ça vous est tous déjà arrivé ici de croiser un ou une pitcher où on ne comprend rien à ce qu'il dit. Mais en fait, il n'y a rien de pire. C'est dur de faire simple. Ça demande beaucoup de travail et de précision. Pour autant, ça ne coûte pas très cher. Et je pense que ça peut faire une vraie différence. Donc oui, moi j'ai envie et je veux travailler mes punchlines, travailler la façon de partager mon histoire et puis celle de mon entreprise. On dit souvent, et on l'a entendu depuis ce matin, il faut savoir saisir les opportunités. Alors moi, j'ai préparé cet entretien et donc je connais l'histoire et pourquoi tu as créé Litchi, mais c'est pas sûr que tout le monde le sache. Alors on revient un petit peu en arrière et après tu pourras peut-être nous faire le lien avec cette nouvelle entreprise que tu as aujourd'hui. Mais pourquoi as-tu créé Litchi? Bien sûr. Avant de vous raconter ça, je vais vous raconter une petite anecdote sur la question précédente. J'ai une de mes amies proches qui s'appelle Tatiana Jama, avec qui j'ai créé le collectif Sista, qui est une mission assez similaire à la vôtre ici, qui œuvre à l'émergence de leaders diversifiés. Elle a un petit secret, Tatiana, et je vous recommande de le copier parce que je le trouve génial. Elle a un petit carnet dans son sac à main et elle note toutes les punchlines qu'elle entend et les catchphrases, les trucs qui marquent. Et ensuite, après, quand elle a des discours et des interventions, je la vois qui fouille dans son cahier. Et en fait, c'est une ressource extraordinaire. Donc franchement, faites-le. Moi, je lui ai piqué. C'est une super bonne idée. Voilà. Quant à Litchi, eh bien, c'est forcément intimement lié à l'histoire de ma vie. Il y a donc 15 ans, je sors d'école.
J'avais fait un parcours de gestion de projet informatique et puis un master spécialisé en école de commerce. Mon master, il était en 2007-2008. Et j'avais organisé le week-end d'intégration de ma promo. Très simplement, j'étais partie avec ma petite enveloppe en papier, collecter de l'argent auprès des uns et des autres. Évidemment, la galère entre celui qui a des oursins, vous voyez, comme je suis naïve. Des oursins dans les poches, et puis qui a son chéquier, pas de liquide, etc. et tout. Et puis, c'est la crise financière, 2008, et donc là, c'est vraiment le pire moment pour être diplômé et chercher un job, sachant que moi, j'étais pas des super diplômes, et en France, on valorise beaucoup les diplômes. Et donc, je me dis, tiens, cette idée de cagnotte en ligne, quand même, ça arrive tout le temps, des moments où on a besoin de collecter de l'argent à plusieurs, il y a les cadeaux d'anniversaire, les pots de départ, les listes de mariage, les associations, enfin voilà, il y a plein d'usages différents. Et donc, je me suis dit, aux innocents les mains pleines, peut-être que je peux essayer. J'ai eu la chance, c'est vrai, d'être encouragée par mes parents. Mes parents, ils étaient médecins, donc des fonctionnaires qui connaissaient absolument pas le milieu de l'entreprise, mais qui ont eu l'intelligence de me dire, écoute, tu vas travailler pendant 40 ans, tu as envie de faire ce projet, tu as des sous de côté, parce que j'avais beaucoup fait de petits boulots en parallèle de mes études. D'ailleurs, faites bosser vos enfants le plus jeune possible. C'est un conseil qui, moi, m'a rendu énormément service. Et donc, voilà, je me suis lancée dans cette aventure de Litchi. J'ai créé ce système bancaire sans avoir la moindre idée du fait que c'était une banque. Et au début, d'ailleurs, quand j'allais taper à la porte des banques, on me disait, mais tu veux pas un stage plutôt? Et je disais, non, j'ai cette idée de cagnotte en ligne, c'est ok, c'est une banque pour vous, mais c'est pas grave, je m'en fous. En fait, ça vous est jamais arrivé, vous, de collecter de l'argent à plusieurs? Voilà. Et puis, bien sûr, ça a été une aventure faite de haut et de bas, qui a duré 11 ans pour moi. J'ai la chance extraordinaire qu'elle soit terminée pour moi sur un haut, puisque j'ai revendu à un groupe breton, d'ailleurs, le Crédit Mutuel, Arkea, en 2015, et je suis restée à leur côté jusqu'en 2019. Ça, c'est pour l'histoire. Ouais, bravo. Et puis, tu as également saisi une autre opportunité. Absolument. Et donc, quand je suis sortie de Litchi et Mangopé, et merci pour vos applaudissements, qui me vont droit au cœur, parce que c'est pas mon aventure, c'était celle d'un collectif et de gens auxquels j'ai été très attachée pendant 11 ans. Et j'en suis partie en me disant, c'est le bon moment pour moi, je venais d'avoir mon petit garçon, et donc j'ai découvert à 35-36 ans un truc extraordinaire qui s'appelle la retraite. Et là, mais l'enfer absolu. J'avais des maux de tête tout le temps. Alors, moi, j'étais persuadée et j'avais cette chance inouïe, je dois le reconnaître, d'avoir très bien gagné ma vie et de ne plus avoir de contraintes et de pouvoir faire tout ce que je voulais. Et en fait, je me suis rendu compte que pas travailler, c'était horrible pour moi. Et je disais tout le temps, mais non, mais moi, je ne veux pas réentreprendre entre nous, parce qu'on n'est pas très nombreux ici. Je peux vous dire la vérité, j'avais peur. J'avais eu beaucoup de hauts et de bas, j'avais aussi beaucoup souffert, et donc je m'étais dit, non, je veux surtout pas, j'ai eu la chance du débutant, punaise, je surfe toute ma vie sur cette vague, et voilà. Et puis la vie est ainsi faite que chasse le naturel, il revient au galop. En très rapide, je voulais reprendre des études et faire médecine, puisque parents médecins, grands-parents médecins, arrière-grand-père médecin. Mon grand-père a créé le CHU de Toulouse dans les années 60, fait partie du père fondateur du SAMU, a découvert un nerf dans le cerveau qui porte son nom, une artère, pardon, d'ailleurs, pas un nerf. Enfin voilà, donc j'ai été très influencée par ce milieu familial, et donc j'ai voulu rentrer, on peut faire une passerelle en 3e année de médecine quand on est diplômé d'une grande école. J'avais fait mon master en grande école, donc ça pouvait marcher. Je remplis le dossier, je le dépose, et là je me rends compte que j'avais genre 15 jours de retard, parce que c'était jusqu'à 35 ans révolus, et je venais d'avoir 36 ans. Et donc là, bien sûr, je fais le deuil de me dire, bon, ça y est, Céline, il faut te décider à comprendre que tu ne seras pas médecin. Quelques mois passent, je fais beaucoup d'associatifs, je m'investis notamment beaucoup sur la loi pour le congé paternité. Je venais d'avoir un enfant, mon conjoint était parti au bout d'une semaine retourner au travail. Je peux vous dire que j'avais la haine, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Et donc je me suis dit, bon, on va faire changer cette loi. J'ai fait changer la loi, puis ensuite le Covid est arrivé, mars 2020. Et moi j'étais donc jeune retraitée à la recherche d'une aventure. Et me tombe dessus, comme la vie parfois est faite, cette idée de créer une cagnotte à plusieurs pour collecter de l'argent, aider des établissements hospitaliers, cliniques privées qui étaient en souffrance dans les besoins de matériels médicaux, et puis leur livrer. Et cette aventure, qui s'est appelée Protège ton soignant, elle a duré 5 mois, de mars 2020 à fin juillet 2020.
On a démarré à 7. Au bout de 3 semaines, on était 200 bénévoles. On a collecté 7,4 millions sur une cagnotte, bien sûr. Et on a aidé 400 établissements hospitaliers, libéraux, etc. On avait 10 camions qui tournaient partout en France, 5 entrepôts. C'est une folie totale. Moi, je n'avais jamais fait de logistique de ma vie, ni d'achat. On achetait des stocks de matériel médicaux. Et en fait, le seul génie, qui n'est d'ailleurs pas de moi, mais il y avait quelqu'un qui avait une très bonne idée, qui avait dit on va faire un formulaire en ligne et les établissements vont nous donner leurs besoins matériels médicaux. Et en fait, dans ce formulaire, c'était un Airtable, on pouvait mettre un peu de code et donc on a pu voir l'évolution des besoins matériels, en fonction des zones géographiques. Et ça nous a permis d'anticiper l'achat, par exemple, de pousse-seringues, ça permet d'équiper des lits de réanimation et donc de pouvoir, par exemple, ouvrir l'aile Mont d'Or, l'aile Covid, sans lit, n'aurait pas ouvert sans Protège ton soignant. Et donc, bien sûr, cette aventure était très riche pour moi. Et elle m'a offert 3 choses. Une aventure extraordinaire, de 8h à minuit tous les jours. On recevait des lettres de soignants chez nous pour nous remercier. Donc, c'était évidemment extrêmement intense et émouvant. Elle m'a donné le goût de réentreprendre, de ne pas le faire toute seule cette fois, mais de le faire avec quelqu'un qui s'appelle Jonathan Benamou, qui est aujourd'hui mon associé, qui avait le même parcours que moi, mais dans les RH, et de le faire dans le secteur de la santé. Parce qu'en fait, si je vous ai raconté ma petite histoire personnelle et puis ce truc où je me vautre sur le fait de reprendre mes études et de faire médecine, c'est parce que ça m'a permis de comprendre, et donc parfois on connecte un peu les points en regardant en arrière, que ma place dans la société, elle était en tant qu'entrepreneur et entrepreneur dans le secteur de la santé. Et puis après, le cancer, c'était une évidence. On a toutes et tous été touchés par quelqu'un autour de nous qui a eu un cancer. C'est 40% d'entre nous, ici dans la salle, qui auront un cancer demain. Alors ça peut être quelque chose, je ne veux pas vous inquiéter, de localisé, bénin, mais c'est la maladie du siècle à cause du vieillissement de la population, d'une détection plus automatique et puis de l'évolution de nos modes de vie. Et de l'autre côté, les professionnels de santé, eux, leur nombre n'a pas vraiment augmenté. Il y a 1600 oncologues en France, 5 millions de patients qui vivent avec un cancer, 450 000 nouveaux patients chaque année. Et donc, il y a un problème quelque part d'offre et de demande, si je peux employer ce terme. Et donc, la mission de Résilience, c'est de permettre aux soignants de se concentrer sur le bon patient au bon moment. On fait de la télésurveillance médicale. On a été cofondé avec Gustave Roussy. On a récupéré une étude clinique qu'ils avaient fait sur la télésurveillance. Je vous passe le côté technique. Le système est simple. Chaque semaine, les patients reçoivent, une fois qu'ils sont inclus par leur équipe de soins, c'est une prescription, donc un dispositif médical. Ils reçoivent un questionnaire sur leur téléphone, dans une application qui leur permet de partager à leur équipe de soins les effets secondaires et puis leur état général. Et donc nous, on a des algos qui vont trier les patients et détecter un risque de rechute et complications et alerter leur équipe de soins. Et côté patient, ils ont aussi accès à du contenu d'éducation thérapeutique et des soins de support. Voilà en quelques mots à propos de Résilience. Bravo. Alors, quand on a parlé aussi, on le voit sur ton Wikipédia ou autre, tu as également un mandat important en tant qu'administrateur à la SNCF, par exemple. Et donc, on pourrait se dire, tu es déjà bien occupé, tu connais déjà pas mal de monde. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement, les mandats, puisque j'aimerais que les femmes aient plus de mandats. Donc, est-ce que tu pourrais leur donner envie de prendre des mandats ? Absolument, merci Léa pour cette tâche. Alors effectivement, je suis administratrice depuis 4 ans à la SNCF et puis depuis 3 ans et demi chez Iliad, qui est la maison mère du groupe Free. Alors, moi, je vous le recommande 1000 fois, puisque moi, c'est mon MBA, je dirais, c'est ma formation. Et c'est assez intéressant. J'ai cette chance d'être au sein de 2 groupes très différents, un groupe public, mastodonte, et puis presque une start-up, si on peut dire, avec Iliad. Donc, c'est 2 entreprises qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais avec des trajectoires et des problématiques très différentes. Iliad était coté, on l'a fait sortir de la cote. Et donc, moi, ça me permet d'apprendre énormément et en tant qu'entrepreneur, d'être au contact de problématiques que j'ai jamais soulevées. Mes entreprises et mes équipes, c'était plutôt des tailles moyennes. Aujourd'hui, j'ai 130 salariés chez Résilience. Je suis partie chez Litchi et Mangopé, il y avait 200 salariés, donc ça reste des petites entreprises. Et donc, c'est vrai que d'être administratrice dans des boîtes plus grosses, ça me permet, moi, d'apprendre et de comprendre. Et puis, je crois que je leur apporte aussi un regard différent, digital, un regard aussi entrepreneurial, et puis une certaine sensibilité à la mixité, évidemment.
Bon, merci, j'espère que ça vous aura donné envie. Une dernière question, après ce sera vos questions. Tu en as parlé tout à l'heure avec ton associé et tu as dit, bah, là je me suis associée. Est-ce que c'est un conseil aussi que tu donnes à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, je crois que chaque histoire, elle est unique. C'est vrai que moi, ma première boîte, j'ai été seule fondatrice. Bien sûr, ensuite, j'ai une équipe dirigeante extraordinaire, j'ai associé mes collaborateurs et collaboratrices, mais l'équilibre des forces est un peu différent. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup souffert de cette situation-là, du poids des responsabilités, et pourtant, j'avais franchement une équipe géniale. Et donc, ma perspective, c'était si je réentreprends, ce ne sera pas seul, et je souhaite le faire avec quelqu'un dont je suis extrêmement complémentaire. C'est peut-être pas une évidence là maintenant, mais je suis plutôt quelqu'un d'assez introverti. Moi, j'aime la R&D, j'aime, je l'ai dit, bâtir. Et donc moi, je suis plutôt à l'intérieur de l'entreprise. Jonathan, mon associé, lui, c'est vraiment l'extraverti, capacité relationnelle, commerciale incroyable. Donc on est très complémentaires. Donc en tout cas, si vous cherchez à vous associer, je vous recommanderais de le faire en étant complémentaires. Je crois que ça, c'est essentiel. On est à équité totale avec Jonathan, puisqu'on a cofondé Résilience, on a le même nombre de parts, et on est co-CEO, donc ce qui est assez rare, et je crois que c'est aussi essentiel, cette part, et on dit souvent qu'on a un job à deux. Moi, j'adore ça. Maintenant, ça veut dire aussi savoir gérer son propre ego, et pour tous les deux, ça nous a fait bizarre. On était chacun des solo-entrepreneurs. Alors lui, il avait des associés, mais il était seul CEO, mais on y prend beaucoup de plaisir, et moi, je dirais même que cette association, elle m'a donné beaucoup de liberté, parce qu'elle me permet de me concentrer sur ce que j'aime. Donc, je vous recommanderais, si vous en avez envie, de vous associer et de le faire avec des gens qui vous ressemblent dans les valeurs, mais qui sont différents dans les compétences. Merci. Je crois qu'on peut passer aux questions, si ça vous va. Merci beaucoup. Alors, on lève la main, on pose une question. Y a-t-il une question pour Céline? Oui, là-bas. Tout à l'heure, on a eu une conférencière qui nous a dit qu'il faut poser la première question pour se faire remarquer. Elle est toujours dure, la première question. Bonsoir, Charline Jus, donc société Le Foulard de l'Espoir, associée dirigeante avec ma sœur. Donc notre domaine d'activité, c'était passionnant votre sujet parce que c'est également dans l'oncologie. Nous, on est plutôt en tant que soins de support parce qu'on est créatrice de foulards pour apposer sur les bonnets de chimiothérapie. Et ma question est très simple, c'est quel est votre numéro de portable et votre mail parce que j'ai hâte de travailler avec vous. Bravo. Sandra, ça a bien marché, hein, ce que tu as dit tout à l'heure. On a la meilleure question depuis le début, là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, parce que Céline ne répondra pas, ne donnera pas son numéro de téléphone. J'ai une question là-haut. Léa va vous donner mon email. Mon portable, m'en voulez pas, mais si je le donne à 1300 personnes, même s'il n'y en a que 10%, parce qu'évidemment 90% s'en foutent, j'ai peur. Donc j'ai une question par ici. Alors bonjour à toutes et tous, donc Adeline Collin, inspectrice commerciale chez AXA. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner donc les agents et les coacher au quotidien. La question, alors donc c'est pour Céline, c'est comment vous faites aujourd'hui, du coup, quel est votre style de management le plus idéal et est-ce qu'il a évolué dans le temps? J'espère qu'il a quand même évolué parce que si je n'ai rien appris, je serais très déçue. J'ai commencé à manager dans une période où j'étais systématiquement la plus jeune des gens que je manageais. Ça m'a obligée du coup à ne pas micromanager parce que je pense que j'aurais pris, outre des claques, des démissions. Et donc, ça m'a obligée à avoir une approche plutôt, je dirais, de coach. Moi, je me positionne et je considère que mon rôle, il est d'être aux côtés de mes équipes
pour leur permettre de faire le mieux possible leur job. Et donc, c'est les accompagner dans les recrutements qu'ils vont faire, dans les budgets qu'ils vont devoir débloquer, dans les investissements, dans leur feuille de route, dans l'identification des points stratégiques, des KPI, puisque nous, on fonctionne avec des KPI, donc des key results qu'on se donne pour ambition d'atteindre pour l'année à venir. Donc voilà, je me positionne plutôt à côté de mes équipes en étant en support. Après, j'espère que mon management, il évolue par la connaissance et par le savoir-faire. Alors, j'ai jamais fait de formation de management, mais je me suis beaucoup imprégnée de celles et ceux qui m'entouraient, entrepreneurs, et puis de mes collaborateurs, collaboratrices. Je crois qu'on apprend toujours des autres. Et j'essaye de faire une chose que mon papa m'a toujours partagée enfant, c'est Céline, tu as le droit de faire des erreurs. Par contre, s'il te plaît, ne fais pas 2 fois la même, apprends tes erreurs. Et ça, je crois que c'est le truc dans la tech qui finalement est le plus vrai et relevant, c'est qu'on se plante tout le temps dans l'innovation, on passe notre temps à chercher, à itérer, mais juste essayer de ne pas faire 2 fois la même connerie. Et du coup, il nous reste une dernière question, et je crois que Valérie, tu es avec quelqu'un qui a déjà le micro d'ailleurs. Merci beaucoup pour toutes ces conférences très enrichissantes. Je me présente rapidement. Je suis Christine Muller, je suis associée avec ma fille Marie-Élise, qui est présente, qui a 27 ans. Et nous avons 2 sociétés, une agence immobilière et l'autre une société de coworking. Parallèlement, je suis élue à la CCI, je suis présidente de la commission des marchés publics et je suis déléguée au Conseil économique et social de la région. Donc j'ai des mandats. Donc j'ai 2 questions exactement. Pour vous, quelle est votre plus belle réussite à vos yeux? Et quels sont les mots-clés, selon vous, pour bien entreprendre au féminin? Alors, je crois que ma plus belle réussite, franchement, c'est la loi sur le congé paternité. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Quand j'ai donné naissance à mon fils en 2019, mon compagnon a pris une semaine, puisqu'à l'époque, c'est ce à quoi on avait droit, est reparti bosser. Et je me suis trouvée seule et très seule. Et en fait, ce qui était paradoxal, c'est que moi, j'avais mis en place un congé paternité chez Litchi et Mangopé d'1 mois, rémunéré à 100%. Et tout le monde le prenait. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette situation un peu ridicule, où alors que moi, j'avais donné ce droit à mes collaborateurs et collaboratrices, et c'était mon devoir, eh bien moi, je n'y avais pas droit. Et donc, je me suis dit, mais finalement, pour que j'y ai droit, il faut que la société tout entière change. Et comment on peut faire ça ? Moi, j'adore les mouvements citoyens, et donc je me suis dit, on va en fait refaire ce que Litchi et Mangopé on a fait, mais à l'échelle de la nation. Et donc j'ai appelé 100 copains entrepreneurs en leur disant, voilà, j'ai rédigé une tribune, je vais la publier dans les Échos. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous engager à rémunérer à 100% un congé paternité ou 2e parent, si jamais c'est une maman, d'1 mois minimum. Et puis, sur les 100 que j'ai appelés, franchement, je crois que tout le monde m'a... Enfin, j'ai dû en appeler 105 et il y en a 100 qui m'ont dit oui. On l'a publié. Et puis, timing politique extraordinaire, 6 mois plus tard, c'était devenu une loi. Et ça, je me dis, mon fils, puisque j'ai un petit garçon, les entreprises, les succès passent, il y a plus d'échecs que de succès, mais cette petite avancée-là et ce pas pour un peu plus d'égalité, je l'ai fait a priori pour toujours. Donc c'est ça dont je suis plus fière. Un grand merci Céline, un grand merci Léa. Et c'était déjà la dernière question. Donc on peut vous remercier très très fort et vous applaudir très très fort. Et vous applaudir très fort. Merci beaucoup Céline. Merci pour l'invitation. Merci. C'est ce qu'on appelle prendre une bonne dose d'inspiration. C'est ça, un parcours très très riche. Eh bien, nous allons maintenant accueillir pour une keynote notre prochaine et dernière speaker de cette conférence, Alice Barbe, fondatrice et CEO de l'Académie des futurs leaders et cofondatrice de Singa, auteure de « On ne n'est pas engagé, on le devient ». Yes, we can. Merci d'applaudir Alice Barbe. C'est pas mal les lumières comme ça je vous vois pas.
parce que c'est vraiment très impressionnant d'être ici. Alors, je m'appelle Alice, je suis entrepreneur social, je suis maman solo et je viens d'une famille de fachos. Je sais, je mets toujours l'ambiance. Ça fait toujours quelque chose quand je dis ça et c'est vrai que c'est difficile à définir. Qu'est-ce que ça veut dire facho? Aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses. Mais pour moi, ça voulait dire passer des vacances avec des grands-parents qui m'expliquaient que les camps de concentration n'avaient pas existé et que c'était une invention des Américains. C'était entendre que les Juifs n'étaient pas morts de la Shoah et qu'ils étaient morts du typhus. C'était aussi entendre que moi, femme, je n'aurais pas le droit de travailler et qu'il était préférable que je prenne des cours de bouquet pour mon futur. Alors en grandissant, j'ai commencé quand même à m'interroger, à me poser des questions et à me dire mais c'est pas normal. Il y a un problème. Et je pensais, j'étais convaincue que les idées de mes grands-parents, de leur famille, étaient des idées qui allaient mourir avec eux. Je me suis trompée. Je me suis trompée parce qu'on est sur des sujets qui sont d'une actualité assez brûlante. Alors en grandissant, moi j'ai décidé de m'engager, de dédier ma vie à l'engagement contre ces idées, contre la haine, contre l'intolérance en général. Et c'est comme ça qu'à 25 ans, j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Singa et qui travaille sur l'accueil des personnes réfugiées. Là aussi, j'ai choisi un sujet facile, pas du tout polarisant. On a choisi ce sujet parce que quand on parle de migration, et a fortiori en 2012, souvent on va voir les choses de façon soit ultra sécuritaire, soit humanitaire. Je vous conseille d'aller taper sur Google Images d'ailleurs le mot réfugié ou le mot migrant et de voir les images qui sortent. Les mots ont un sens et ça a inventé un narratif qui aujourd'hui continue de polariser l'immigration, les migrants, l'asile. Et avec Singa, ce qu'on a voulu faire, c'est innover sur ce champ-là, c'est créer des incubateurs pour accompagner des personnes arrivant en France à créer des entreprises, des associations, des innovations. On a créé des plateformes, on a créé de la tech, des outils tech, une plateforme d'accueil chez l'habitant, j'accueille.fr, qui permet à des personnes locales d'accueillir des personnes réfugiées. Enfin bref, j'avais 25 ans, au début on était 3, aujourd'hui il y a 80 000 membres dans le réseau, une centaine de salariés, on est dans 8 pays, et j'ai fait beaucoup de bêtises, parce que je me suis retrouvée DG d'une ONG internationale à 25-26 ans. J'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables, y compris passer à la télé et faire des blagues, ce qui m'a valu d'être cyberharcelée par tous les hipsters de Paris. Mais plus sérieusement, oui, je me suis retrouvée aussi en première ligne à être aussi une figure médiatique. Et une femme jeune qui parle de migration, ça intéresse plutôt mes copains identitaires. Et c'est comme ça qu'en 2016, au moment où Singa allait très bien, où on recevait tout un tas de prix, tout un tas de récompenses, on était fellow, les gens me disaient de moi, c'est une leader, c'est une entrepreneur sociale. En 2016, en l'espace de quelques heures, il y a un site qui s'appelle Français de souche, F de souche, qui partage une interview que j'ai donnée pour un média. Et en 2 heures, je suis chez moi, je viens d'accoucher, je suis en congé maternité, je reçois 360 menaces de viol et de mort. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, au milieu des sales putes et des menaces très concrètes sur mon intégrité physique, à ce moment-là, je ne suis pas une leader, je ne suis pas une experte, je ne suis pas une entrepreneur sociale, je suis une maman qui a peur. Et dans toute cette aventure entrepreneuriale, finalement, je réalise qu'il y a quand même un sacré paquet de dangers et qu'on se retrouve face à des gens qui sont assez méchants et assez bien organisés. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai poursuivis. Je suis allée en procès et j'ai gagné. J'ai gagné, mais même en gagnant le procès, j'étais très contente, mais même en gagnant ce procès, il y avait toujours cette petite voix dans ma tête. Ok, Singa, ça marche bien, j'ai gagné le procès, on continue, mais il y avait cette petite voix dans ma tête qui disait, mais la haine, elle est toujours là, et elle se propage encore plus. Et au même moment,
Au même moment, les années 2016-2017, il y a une autre personne qui se pose cette question. C'est une personne qui a été maître du monde pendant 8 ans aux États-Unis, Barack Obama, qui vient de passer 8 ans de sa vie pour mettre en place le monde dans lequel il a envie de vivre. Et en une nuit, il y a un autre mec qui arrive et qui détruit tout. Vous voyez de qui je veux parler, hein, le mec un peu en colère. Et alors, du coup, le président Obama décide à ce moment-là, après la victoire de Donald Trump, de créer une fondation, parce qu'il se dit, bon, j'ai quand même été au top du top, quoi, et tout ce que j'ai fait peut être détruit en un claquement de doigts. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'impact continue, pour que je puisse continuer à avoir de l'impact? Et donc, à ce moment-là, Barack Obama crée une fondation qui s'appelle la Fondation Obama, qui vise à soutenir, inspirer, connecter des leaders, encore ce mot, à travers le monde et de les accompagner, de les mentorer pour transmettre sa legacy et pour leur donner des outils pour avoir un impact concret. Et il s'avère que, je ne sais comment, mais je suis contactée par la Fondation Obama qui me dit, en 2018, on lance un nouveau programme, on va accompagner 12 leaders civiques pendant 1 an à New York pour vous mentorer. C'est pas mal. Donc j'ai hésité un peu. Non, évidemment, quand on reçoit un email déjà où il y a écrit Barack Obama, on y va. Et je suis partie et j'ai passé 1 an effectivement à New York, à l'Université de Columbia, à être mentorée par ces personnes, par le président, par la première dame également. Sauf que moi je suis là-bas, il y a beaucoup de paillettes, hein, c'est merveilleux quand même, c'est une opportunité en or. Et puis on n'est que 12, choisis parmi je ne sais combien. Sauf que j'ai face à moi des personnes qui ont pris des décisions, qui ont impacté la vie de mes copains. Parce que mes potes, Abdul Kader, qui est syrien, Ina, qui est russe, Carlos, qui est colombien, les décisions prises par Barack Obama, ça a eu un impact direct sur leur migration. Les gens qui sont au pouvoir, inéluctablement, doivent faire des choix, des compromis et des sacrifices. Et donc, pendant que je suis là-bas, je me pose cette question du pouvoir. Ça veut dire quoi être au pouvoir? Parce que Singa, c'est une aventure extraordinaire, mais la haine continue de se propager. Je suis entrepreneur social, je monte des mobilisations citoyennes, on a réussi à faire changer des lois, je me suis engagée sur plein de sujets, mais le vrai pouvoir, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est être Barack Obama? Est-ce que c'est diriger un mouvement citoyen? Et vers la fin du programme, on a une rencontre avec Michelle Obama, qui dit un truc qui me marque profondément. Elle dit, quand on est une femme, c'est tellement dur, tellement dur de se battre pour arriver à avoir une place autour de la table du pouvoir, là où les décisions sont prises. On doit travailler 2 fois plus, on doit prouver notre valeur constamment. C'est tellement dur qu'une fois qu'on a la place autour de cette table, on est tellement débordé de gratitude ou de peur de déranger qu'on en oublie finalement de changer les règles du jeu. Qu'on a peur aussi de changer les règles du jeu. Alors en rentrant en France, je me dis, c'est ça, c'est là le pouvoir. C'est y aller autour de la table et réfléchir à comment on va changer les règles du jeu. Alors je décide de tout plaquer, de quitter mon job de directrice de Singa. Je regarde mes antisèches. Et de lancer une école pour accompagner les personnes qui ont un impact social, qui se battent pour l'environnement, pour le climat, pour la finance responsable, qui font de la politique finalement tous les jours sans le savoir, et pour les accompagner à monter, à prendre leur place. Et ce, sans condition de diplôme ou d'âge. Mais on les identifie par nomination. On lance un appel à nomination. On lance d'abord l'école, qui s'appelle l'Académie des futurs leaders, qui existe aujourd'hui. On lance un appel à identifier ces pépites partout. Des gens qui peuvent être bac-12, qui ne sont pas forcément connus, mais qui font un vrai travail de terrain. Et on en identifie
Ils sont nominés par leur père, par leur communauté. Et il y a un truc qui me frappe énormément, c'est qu'on fait des jurys pour les sélectionner. Et tous disent, moi, j'ai jamais pensé à aller plus loin, à m'engager en politique, à cette question de pouvoir. Mais à force d'entendre de la part de mes amis, de mon entourage, de ma communauté, que je suis légitime à y aller, je me dis, pourquoi pas? Juste pourquoi pas? Cette humilité-là, je pense que c'est celle dont on a besoin quand on parle de pouvoir. Je pense à des personnes qui nous ont dit ça, comme Yamina Saheb, qui est membre du GIEC, qui est lanceuse d'alerte au niveau européen, qui tous les jours parle du climat, passe à la télé pour raconter tous les enjeux qu'il peut y avoir, qui fait de la pédagogie, et qui, le jour de la rentrée de l'Académie des futurs leaders, deuxième promo, me dit « Je ne suis pas sûre d'être légitime ». Je pense à Magali aussi, dont l'association distribue 100 000 colis de première nécessité à des femmes chaque jour. Je pense à Manela, qui est une entrepreneure sociale en Seine-Saint-Denis, qui tous les jours mobilise des centaines de personnes pour activer de la solidarité dans son quartier. On a accompagné aujourd'hui 27 personnes. D'ici à juin, on en aura accompagné une 50aine, avec vraiment cette conviction que si on leur donne les outils dont ils ont besoin, ils vont pouvoir prendre leur place. Ils viennent à l'académie, ça dure 6 mois, c'est 3 jours par semaine, c'est à Paris. On leur donne des bourses, parce que tout le monde n'a pas le luxe non plus de pouvoir venir à Paris 3 jours se former, notamment quand on est une femme, quand on est une maman solo, quand on n'a pas des parents qui nous ont poussés depuis le début pour nous dire « tu vas y arriver, tu vas y arriver », quand on est né au mauvais endroit, dans le mauvais quartier, qu'on n'a pas forcément eu ses parents d'ailleurs avec soi. Et dans l'académie, on a 250 profs pour à peu près 15 étudiants. C'est un peu ambitieux. On a 250 profs, on a des coachs, on a des personnalités politiques, des gens qui ont dirigé des États, des ministres, des députés, des professeurs de sciences politiques. L'idée, c'est vraiment d'apporter tout ce dont les personnes vont pouvoir avoir besoin pour justement prendre leur place. Et je le fais pas juste, on le fait pas juste parce qu'on pense qu'il faut absolument prendre le pouvoir. Il y a aussi un enjeu qui est un peu l'éléphant dans la pièce, un peu partout en ce moment. J'ai commencé en parlant de ma famille, il y a un enjeu sur la démocratie. Aujourd'hui, 83% des Français considèrent qu'ils ne sont pas représentés par les politiques. On ne fait plus vraiment confiance à nos institutions. Et puis, il y a aussi peut-être un déficit d'ambition et de moyens. Quand on parle des valeurs démocratiques, quand on parle de choses aussi basiques que l'égalité, l'égalité salariale, juste la base, l'accueil de personnes fuyant leur pays, Convention de Genève. Il y a un peu une hésitation. Il y a beaucoup de parties prenantes, beaucoup de nos financeurs qui disent « ouais, tu sais, l'académie, c'est super, hein, c'est super. » Sauf que c'est un peu trop politique pour nous. Mais on peut être politique sans pour autant être partisan. Parce que si on ne s'occupe pas de la démocratie, ne vous inquiétez pas, elle va venir s'occuper de nous. Je vais vous donner un chiffre. Ces 10 dernières années, c'est 700 millions d'euros en Europe qui ont été dépensés dans des campagnes anti-genre. Des lignes téléphoniques pour dissuader des adolescentes d'avorter. Des autocollants sur des Vélib aussi, sur des campagnes anti-avortement. Le camp d'en face, malheureusement, le camp anti-démocratique, on en parlait tout à l'heure, il a beaucoup d'argent. Et ce n'est pas uniquement un camp qui se fonde sur les enjeux des partis et de la politique, c'est partout. C'est dans le monde associatif, c'est aussi dans les entreprises, c'est aussi des investissements, c'est aussi des médias, bon, voilà, on le sait. Et je pense que cette question de ressources, elle est hyper importante. Il faut qu'on parle d'argent. Et moi, j'ai toujours un problème à parler d'argent, je ne sais pas pour vous, je suis sûre que vous aussi. L'argent, c'est un peu comme si c'était tabou. Comme s'il ne fallait pas en demander, comme si c'était un peu demander un service aussi que demander de l'argent. Demander de l'argent pour une association, mais pas que. Parler d'argent tout court, demander ne serait-ce qu'un très bon salaire. C'est un truc dont je me suis aperçue parce que j'ai quand même 10 ans d'entrepreneuriat social, à monter des assos, à monter des ONG. On me pose encore la question aujourd'hui, mais tu te rémunères ? Oui, je ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche. Oui, on se rémunère, oui. Singa, il y avait une centaine de salariés. L'Académie des futurs leaders, on est 5, on se rémunère.
Et c'est souvent un cliché, malheureusement, parce qu'on a comme dans l'idée que ceux qui s'occupent du bien commun, de l'intérêt général, ne devraient pas parler d'argent. Or, moi, ce dont je m'aperçois, c'est que quand même les ressources monumentales qui sont déployées pour détruire la planète, par exemple, ou faire des guerres, on pourrait les employer sur des choses qui pourraient résoudre les problèmes. Et donc, quand je dis parler d'argent, c'est toujours un petit peu problématique, c'est toujours un petit peu sensible. Je vais me permettre de montrer l'exemple et détruire ce tabou, et je vais vous demander de l'argent. Très sincèrement, oui, je pense qu'il faut ne jamais hésiter à demander de l'argent. Moi, j'essaye d'en lever pour l'Académie des futurs leaders. On est en plein mois de décembre, vous le voyez partout. C'est le moment où il faut donner. Je vous demande de donner. Donner et donner à très grosse hauteur. La situation actuelle, elle est flippante. J'ai commencé en parlant de ma famille. Malheureusement, ils n'ont pas encore complètement disparu. Et je pense que nos droits ne sont pas acquis pour toujours. Et qu'il est urgent de politiser et non pas rendre partisanes nos actions, notre manière de faire du leadership. Donc la question que je vais vous poser, finalement, parce que on peut être qualifié de leader, d'entrepreneur, d'expert, comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas vraiment d'importance. La question sur laquelle j'aimerais vous laisser, c'est posez-vous cette question de comment vous allez vous engager pour protéger la démocratie et nos droits. Merci. Merci. Merci beaucoup, Alice. Malheureusement, nous ne pouvons poser qu'une question. Nous n'avons le temps que d'une question. Et on me dit même à l'oreillette qu'on va même en avoir une deuxième. Oh. Ah, on a 2 questions. 2 questions, super. Alors précipitez-vous. Oui, ici, très bien. Une première question pour Alice. Bonjour, Bénédicte Paris, je suis romancière. J'ai décidé de mettre la puissance des récits au service des transitions. C'est ce qui m'amène à l'entrepreneuriat aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous donne de l'espoir ? Déjà d'être là. Je me dis, je suis sur scène, j'ai ma place. Je suis invitée aussi pour parler de ce genre de choses. Ça me donne de l'espoir. Et évidemment, la 50aine de personnes qu'on accompagne avec l'Académie, c'est une claque au quotidien. Et vraiment, je vous invite, si vous avez envie, à aller sur notre site, sur nos réseaux sociaux, Académie des futurs leaders, pour les découvrir et voir ce qu'ils font. On a accompagné des gens comme Stéphane Ravaclé, qui est un boulanger. Le mec, il a été boulanger pendant toute sa vie. Et un jour, son apprenti, Lay, est menacé d'expulsion. Et Stéphane décide de faire une grève de la faim de 13 jours. 13 jours. Il était prêt à mourir, à risquer sa vie pour sauver celle de son apprenti. Ça me donne énormément d'espoir. Et Valérie, du coup, j'ai la dernière question. Merci. Je m'appelle Henriette Louise Sagna. Je suis fondatrice de la maison Henriette Louise. C'est une structure qui vend des objets de décoration intérieure. J'ai fondé aussi la coordination Femmes des Territoires sur le Havre. Et en tant qu'entrepreneur et issue de l'immigration, je suis très contente que vous ayez pu parler parce que je suis une femme, je suis issue de l'immigration et c'est quand je suis arrivée en France que j'ai compris que j'avais une couleur de peau. Au-delà de mes compétences, de tout ce que je pouvais donner ou apporter, j'avais d'abord une couleur de peau. Après, j'étais une femme. Donc, j'avais 2 points négatifs. Mais n'empêche, on va rencontrer, et je parle parce que je suis issue de l'immigration, même si maintenant j'ai la nationalité française, je ne veux pas qu'on s'arrête seulement sur les personnes qu'on va rencontrer qui vont nous rappeler d'où nous venons. À côté de ça, j'ai rencontré aussi des femmes formidables, des hommes formidables qui m'ont pris pour ce que j'étais fondamentalement. Oui, il y a un gros souci où il y a un plafond de verre qui est là, qui dit que parce que tu es étranger, tu n'auras pas accès au logement, tu n'auras pas accès à tel emploi. Mais à côté de ça aussi, il y a des personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont
embauchés, qui nous ont donné des logements et qui, je prends l'exemple de Femmes des Territoires, qui appellent la diversité dans leur association où on se sent bien. On rencontre aussi des gens bienveillants comme cette dame qui ne regardent pas à ce que je suis, mais qui regardent au-delà en fait. Et je tenais à vous dire merci, vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Je tenais aussi à dire merci à Family Challenge parce qu'il y a une vraie diversité. Et tout le monde peut le faire. Merci, merci beaucoup. C'était pas une question, mais un vrai témoignage du cœur. Bravo. Baptiste, je te laisse le temps de redescendre. Et oui. Bah oui, on va conclure. Il n'y a plus le temps pour une question. Je pense pas, oui. Très bien, merci beaucoup Alice. Merci. Pour la richesse de votre parcours. Un grand merci Alice.